Bernard Arnault est le 4e homme le plus riche du monde. Sa fortune colossale est estimée à plus de 60 milliards d'euros. Il est notamment propriétaire des quotidiens Le Parisien et Les Échos. Et à ce titre, le milliardaire touche 12 millions d'euros d'aide de l'État chaque année. Cet argent, c'est celui des contribuables français, c'est le vôtre. Alors, reprenez le pouvoir, donnez à la presse que vous aimez, donnez à TV Liberté. Amis de TV Liberté, bonjour. Notre rubrique cinéma commence. Nous sommes 3 et bientôt 4. Et nous sommes allés beaucoup au cinéma, en tout cas vous, cher Frédéric. Oui, je suis allé au cinéma, comme d'habitude, c'est mon hobby préféré. Et merci d'avoir assuré la semaine dernière aussi vaillamment. Alors oui, j'ai vu. Alors je voulais revenir justement sur ce que j'ai vu la semaine dernière. Ah bon, vous refaites l'émission? Non, parce que je vais l'oublier après. À l'Espace Saint-Michel, ça ne se joue que là. Oui. Malheureusement pour ceux qui n'habitent pas Paris, c'est Le Rouge et le Gris. Oui. Le Rouge et le Gris, c'est un film qui a été fait par François Lagarde. C'est sur la guerre de 14-18. C'est en fait, vous saviez que vous connaissez Hertzjunger et son fameux livre sur la guerre de 14-18, Orage d'acier, qui est absolument splendide, magnifique. Donc, qui devait s'appeler au départ Le Rouge et le Gris. C'est pour ça qu'ils ont repris ce titre. Et on a le texte de ce livre qui est dit pendant 2 fois 1h30, puisqu'il y a 2 parties. Oui, et vous avez 3000 photos qui ont été montées, etc. Et ça illustre ça, c'est magnifique. Vous avez raison. 3000 photos, et vous savez pourquoi? Parce qu'on sait que pendant la guerre de 14-18, un Allemand sur 5 avait un appareil photo. Donc, ils ont une mine de photos, et c'est extraordinaire. Merci, cette information était importante. Alors Arthur, un premier film. Parlons de Bohemian Rhapsody, le biopic que beaucoup de monde attendait de Queen et surtout de son chanteur emblématique Freddie Mercury, donc qui est sorti depuis quelques jours. Alors biopic, donc biographie. Quant à Queen, excusez-moi, mais je ne connais pas bien. C'est une grande ignorance. Un groupe pop rock, glam rock même on dirait, qui a vendu des centaines de millions de disques, qui a fait des centaines de concerts dans des stades immenses. Et avec son leader Freddie Mercury, qui avait une voix de baryton et qui était capable de chanter de l'opéra. Ah oui. Qui était un passionné d'opéra. Et donc qui est décédé du sida, de mémoire c'est 91 je crois, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, alors, le film revient sur la naissance et la montée de ce groupe-là, avec évidemment Freddie Mercury en tête d'affiche. Donc biopic ou biographie, comme on pourrait dire en français. Et donc c'est un genre qui est surtout très prisé depuis la fin du nouvel Hollywood. Vous savez qu'il y avait un peu, avec tous ces dérapages financiers, faisait peur aux producteurs. Et c'est un genre qui rassure parce que fait des recettes, parce que les acteurs aiment ce genre de film, parce que ça leur apporte des récompenses. Et puis parce que le public aime la musique. Oui, mais c'est biopic, ça peut être historique, ça peut être politique, ça peut être sportif. Et depuis une dizaine d'années, en effet, ça a massivement investi le champ musical. Donc on a eu différents réalisateurs avec différents styles. On peut parler des films plus classiques comme Walk the Line, qui était le biopic de Johnny Cash, Ray, qui était le biopic de Ray Charles, The Jersey Boy de Clint Eastwood, qui était le biopic des Four Seasons. Et on a d'autres un peu plus expérimentales, comme The I'm Not There, qui est un biopic de Bob Dylan, et un autre encore plus trip, un peu expérimental, sous acide, de Gus Van Sant, qui a fait les 3 derniers jours de Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, avec son film Last Days. Ça doit être beaucoup, ça. Oui. Mais dans ces différents styles qui naviguent au gré des cinéastes, il y a toujours quand même les mêmes phases, en fait, qui ressemblent beaucoup à une hagiographie, quoi. On est toujours sur le même principe, une enfance blessée, la conquête de la gloire, et puis le couronnement d'une figure un peu morale. Et donc Bohemian Rhapsody s'inscrit vraiment là-dedans. On est dans un biopic assez classique. Alors si Bryan Singer, le réalisateur, est crédité au générique, il se fait virer au cours de tournage parce qu'il ne s'entendait pas avec son acteur, puis pour suspicion de scandale sexuel. De gestes inappropriés. Il est quand même au générique, mais on voit très rapidement qu'en fait ce film n'a pas de patte de réalisateur, quoi. Clairement, c'est un film de producteur, ce qui n'est pas forcément bon signe. Et pourtant, là, il y a quelque chose qui se passe, quoi.
Exemple assez simple, c'est dès l'ouverture, les lumières éteintes, il y a le générique de la Fox qui débute, et c'est pas le générique classique, c'est le générique avec la guitare électrique de Brian May. Donc on est dans une entrée, voilà, c'est frontal, c'est direct, mais c'est efficace. Et l'ouverture du film, c'est on commence au matin du concert du Live Aid. Le Live Aid, pour ceux qui ne se rappellent pas ou qui n'ont pas connu, c'était un des plus grands concerts caritatifs. C'était un double concert qui était à Wembley en Angleterre et au stade de Philadelphie aux États-Unis. Et qui a vu pendant 16 heures se succéder toutes les plus grandes stars pop-rock de la musique. Je crois que c'était pour aider la Somalie, si je ne me trompe pas. La Somalie, et puis Aid, c'était aussi le sida. Oui, mais là, c'était vraiment pour les donations, pour lever des dons pour la Somalie. Et en fait, Queen, chacun avait 20 minutes et Queen a réussi à faire la plus grande performance. Et donc, on est au matin de ce concert-là, et en fait, on voit Freddie Mercury de dos. On devine que c'est lui, mais on ne dévoile jamais. Et en montage parallèle, on voit la scène qui se prépare, Freddie Mercury qui se prépare, la musique de Somebody to Love. Et c'est sa voix alors qu'on entend ? Et alors, c'est Somebody to Love, la voix enregistrée de Queen, voilà. Et on est en montage parallèle très efficace. Ça commence comme ça, et au moment où il arrive sur scène, ça coupe, et on revient en 1970, à l'époque où il n'est pas encore Freddie Mercury. Donc voilà, on est vraiment dans un style très efficace, très direct. Et ensuite, on a du classique, c'est-à-dire on fait un récit chronologique des grandes étapes de la vie du groupe. Alors c'est intéressant parce qu'on découvre la rencontre de Freddie Mercury avec ses guitaristes. On voit Bohemian Rhapsody qui est le chef-d'œuvre encore aujourd'hui où il pianote, il fait 3 notes sur un piano. On reconnaît évidemment ça et il dit je crois que je tiens un truc, ça peut être pas mal. Il s'adresse aux spectateurs, il s'adresse aux gens qui aiment Queen et pour ceux qui ne connaissent pas Queen, on découvre 2-3 trucs. Donc c'est pas inintéressant. On entend la voix. De Freddie Mercury, bien sûr. Son chant. Et il chante, alors c'est doublé, et là où c'est vraiment fort, et là c'est là où le film emporte tout à la fin, parce que c'est un film. Voilà, quand je dis que c'est un film de producteur, c'est un film qui en fait n'a pas d'interprétation, ce qui est un peu malheureux, qui n'a pas d'idéologie, ce qui est plutôt heureux, mais surtout qui ne pose pas un regard singulier sur un personnage, qui est le principe du cinéma. Mais malgré tout, ça prend. Pourquoi ça prend ? Parce qu'à la fin, il fait une reconstitution presque en temps réel du concert. Et on voit donc les acteurs qui chantent, qui jouent, et une reconstitution de la scène, et c'est. Honnêtement, on a une immersion dans ce qu'est Queen. Et Queen, c'est quoi ? C'est de la performance avant tout. D'accord. C'est de la performance. Mais ça fait documentaire. Vous ne m'avez pas éclairé. On entend la voix de ce grand chanteur. Il chante tout le temps. Tout le temps. C'est tous les plus grands titres de Queen. On a repris sa voix. On reprend. Okay, alors même parfois même l'acteur chante parce que quand il fait par exemple Freddie Mercury une relation c'est très doublé importante, par l'acteur, c'est ça. C'est doublé par l'acteur. Exactement, une relation très importante. Comme au Club Med de soir. On a bien parlé de Bohemian Rhapsody. Vous l'avez vu alors, aussi ? Je l'ai vu, donc j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que Rami Malek, il faut quand même le citer parce qu'il est extraordinaire dans le rôle. C'est lui qui porte le film. Oui. Et il montre bien l'histoire de quelqu'un qui est sûr de lui, qui est égocentrique, qui est un petit dictateur vis-à-vis de ses autres, parce que il est monté au pinacle, ça lui monte un peu à la tête. Et en même temps, c'est un homme absolument dévasté parce qu'il aimait cette femme, il est marié. Et à un moment, il lui dit non, il faut plus qu'on soit ensemble parce qu'en fait, je suis homosexuel et qui ensuite se perd dans beaucoup d'amants, et se perd dans la drogue et se perd avec le sida. Et ça, c'est bien fait parce qu'il le joue remarquablement bien et on voit cette personne à la dérive et en même temps cet immense chanteur parce que Freddie Mercury qui en plus faisait, je vais pas dire c'est Lady Gaga de l'époque mais c'était quand même quelqu'un qui était provocateur dans ses habits, dans la façon d'être, dans ses habits, se mettait avec une couronne, etc. C'était un personnage et le film est vraiment bien fait. Oui, c'est un film sur un performeur et c'est une performance auditive et photographique, pas cinématographique. Très bien. On va passer au second film. Notre troisième héros est arrivé. Maxime, vous aussi, vous avez aimé Bohemian Rhapsody. Déjà, je l'ai vu. Voilà, je l'ai vu et je l'ai aimé. Je l'ai aimé pourquoi ? D'abord parce que j'aime Queen. En 2 minutes. En 2 minutes. Pour moi, on balaye l'ensemble de la carrière de Queen. On a des moments de concert, alors certes avec des morceaux qui sont souvent un peu coupés, mais on en prend un peu plein les oreilles. Et déjà, pour le fan en herbe, c'est vraiment un bonheur. Ce que j'ai surtout apprécié, c'est 3 points. Premièrement, ça permet au-delà de la vie de Freddie Mercury, qui en soi m'indiffère un petit peu, de mettre en lien des chansons avec la vie ou des moments de la vie de son auteur. Et on n'aurait pas, moi j'avais pas forcément cette culture-là, donc en soi j'ai appris des trucs. Et surtout, j'ai trouvé que ce qui était assez bien mené... Excusez-moi, mais c'est le b.a.-ba. Quand on fait une biographie, c'est le b.a.-ba. L'œuvre dépend de la vie de l'artiste. Et c'est pas toujours le cas, parce que à quel point c'est difficile de montrer la création. Votre deuxième point ? C'est plutôt bon. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on connaît tous les travers de sa vie, notamment sur la sexualité, la drogue, l'alcool, etc. On ne voit rien. On devine. Mais on ne voit rien. Il n'y a pas de scène de coucherie, il n'y a pas de scène où on le voit prendre de la drogue. On voit des verres vides sur une table. Non mais
Là aussi, je le précise parce que très sobre, c'est très sobre. Arthur, Du coup, ce fils ça de peut moi. s'adresser à un public plus large non. que ce qu'on. Si, Non. vraiment. 3 Ah si, c'est très large. Si, c'est beaucoup plus large. Et puis Je vous le dirai 3, après. je veux dire que moi, ça m'a fait plaisir de rebalayer cette musique, cette période de la vie anglaise, des années 70, 80, 90, même s'il y a des erreurs factuelles dans le. Et dans est-ce que la biographie. sonorité, la sonorisation n'est pas trop forte? Parce que moi, Ben je non, suis pense frappée que maintenant justement, que... c'est typiquement un film à voir au cinéma. On a l'impression d'être au concert de Wembley, c'est formidable. Oui. D'ailleurs, tu me l'avais dit. Mais sans que casser les oreilles. T'avais Sans casser les vraiment oreilles. apprécié la Vous musique et que jurez. tu fermais les yeux pendant tout le film pour écouter. Je cracherai pas. Mais J'aurais pas dit que je fermais les yeux pendant tout le film, mais Parce oui, que moi, pour moi, c'est ce dans film, A c'est Star is presque un Born, concert. dans A Star is Born, pourtant la musique est pas, c'est pas un groupe, enfin c'est un groupe, mais c'est intenable. Les 5 premières minutes, c'est intenable. Au début, En tout c'est cas, intenable. pour ma génération. Non, On au n'en début- peut au dé- plus d'avoir au les début- oreilles au début, c'est explosées. très fort, au Et début, c'est d'ailleurs, très fort. les ravages chez les enfants sont considérables. Hein, C'est plus. Alors, il ne faut C'est- pas qu'ils aillent au cinéma. Il c'est faut que ce soit plus- uniquement c'est- nous. Non, il libérer. faut se lever et gueuler auprès de la direction en disant vous baissez le C'est son souvent parce les que gens vous dans la rendez salle. les gens malades. Mais c'est Vous souvent rendez les les gens gens Ce dans n'est malades. la plus salle cesser qui de nous font ça. libérer, c'est cesser de nous casser les oreilles. Bon, un deuxième film, En liberté. Allez, Arthur. Arthur l'a aimé. donc. En liberté, donc mais justement, je préfère Court, en parler après. court, Très court. Je Arthur. raconte dans un film de Pierre Salvadori qui a une carrière de 25 ans, qui est spécialisé dans la comédie. On peut parler de Dans la cour, Hors de prix ou ses premiers films Les Apprentis. Donc c'est l'histoire d'Yvonne, qui est une jeune inspectrice de police, veuve. Son mari, le capitaine Santi, héros local, est tombé au combat. Oui. Tout le monde pense que c'est un flic intègre et elle découvre qu'en fait que c'est un ripou. Et elle va croiser le chemin d'Antoine qui a été emprisonné à tort par son mari. À cause de son mari. Oui. Ouais. Voilà. Donc on est dans du Salvadori, c'est-à-dire il explore les ressorts de la comédie avec la passion et le talent d'un artisan, meilleur ouvrier de France par exemple. Moi je retrouve à chaque fois chez Salvadori du Capra et du Lubitsch, je trouve que c'est le seul héritier en France capable de faire ça, c'est-à-dire de faire de la comédie sur la mise en scène et sur la mécanique, et pas sur la vanne. D'accord, mais quand même en mineur par rapport à Capra. c'est Capra et Lubitsch, Bon, bien ça, sûr, Un petit mais- Capra français. Ceci étant, donc, ce qui est assez curieux dans ce film, c'est que tout d'un coup, au début, on voit une scène avec Vincent Elbaz qui joue le flic ripou, puisqu'en fait, il a cambriolé une bijouterie. C'est ça qui, après, va la traumatiser et elle veut essayer de... Bon. Et on voit des scènes de violence. Alors, il y a quand même pas mal de scènes de violence. Alors, elles sont faites en même temps avec du comique. C'est de la BD. C'est de la BD, mais je pense que C'est ce quand qui est même sauve. il y a de l'ultra-violence, donc il ne faut pas Oui. envoyer n'importe qui aller le voir. encore très bénéfique pour les jeunes Mais ceci étant, il y a beaucoup de choses drôles. Alors moi, il y a une scène qui m'a quand même beaucoup amusé, c'est quand il y a une rafle dans un immeuble, et tout d'un coup, on trouve au commissariat de police toute une série d'hommes qui sortent d'une boîte, enfin d'un appartement où on faisait du sadomasochisme, et ils sont tous là, donc naturellement, bah, non, moi je m'étais trompé d'étage, tout d'un coup on m'a mis les menottes, on m'a mis un collier, etc. Enfin, vraiment là on rit parce qu'il est drôle, et il y a un moment, alors c'est peut-être malvenu, mais ça nous a fait rire quand même, donc il y en a un qui est interrogé comme ça, donc il explique que c'est pas lui, nanana, et puis le flic lui dit, bon, ben c'est tout pour l'instant mon père. Donc c'est vrai, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, ça tombe mal, mais ça fait rire. Ouais. Ceci étant, C'est la le chose feu que je froid. n'ai... Je ne sais pas si ça devait être drôle, mais l'actrice que je ne trouve pas extraordinaire, Adèle, passe son temps à dire « oh putain, oh putain, oh putain ». Ah bah. Alors Et- je ne sais et pas si merde, c'est le ressort. Et merde et bordel. Voilà. Elle a Alors, 3 mots dans alors, son vocabulaire. c'est très élégant. Je ne sais pas si c'est un très ressort. contemporain, les amis. Alors, je ne sais pas si c'est un ressort comique. Je peux vous dire que dans la salle, personne ne riait quand elle prenait toute cette série de oh putain, vous voyez quelque chose, oh putain, merde. Voilà. Alors ça, c'est un peu je l'ai dommage. vu. Parce qu'il y a du pour quand même. Évidemment, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas Audiard qui a fait les dialogues. Hein, on en est loin, puisque je pense que le tiers au moins des dialogues se résume à un oh putain, oh merde ou un bordel. Attention, hein, il y a quand même 3 mots, il y a beaucoup de variétés. Moi, je veux dire que ce film, j'y allais plutôt enthousiaste en me disant je vais rire, je vais passer un bon moment. J'ai eu quelques sourires, notamment sur le moment du commissariat, mais enfin quand même très léger. J'ai trouvé les acteurs affligeant. Moi, Adèle, je n'adhère absolument pas. Audrey Tautou, en espèce de gourdasse, avec sa voix nunuche, enfin, moi, vraiment, je ne peux pas. Le ressort de BD comique qui pourrait fonctionner, qu'on aurait pu trouver dans un 9 mois ferme, etc., me semble un peu tombé à plat parce que on se demande comment cette femme, qui est la femme d'un flic, qui travaille aussi dans le commissariat, qui soit dit entre nous, elle range les trombones, donc on a du mal à voir comment elle peut savoir que son mari n'est pas ripou. Son mari est inspecteur de police à Marseille, elle a une villa avec vue sur la mer, avec une piscine, avec 3 chambres. Oui, c'est pas très vraisemblable, ça, je suis Absolument d'accord. pas crédible. Et puis il y a des scènes grotesques, notamment il y a la scène où donc le type qui sort de prison et qui parle tout seul, hein, parce qu'il faut quand même dire qu'il est à la limite du psychotique, et il fout le feu, il tue, il a... Bref,
Il saute dans l'eau. Elle le suit, elle croit qu'il se suicide, elle lui saute dessus dans l'eau, elle lui casse l'épaule. Enfin, tout ça est d'un grotesque absolu. Moi, franchement, c'est pas grotesque, mais dans du burlesque. Justement, c'est ça. Oui, mais pour moi, c'est du burlesque. Pas drôle et vulgaire. Vous dites que c'est lui qui a fait 9 mois ferme ? Non, pas du tout. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a des gens qui aiment le burlesque, il y en a d'autres qui disent le burlesque et du grotesque. Oui, je suis d'accord. On pourrait parler et là, là-dessus. moi, je rajoute un truc, c'est pour une fois dans ce genre-là, il fait qui repose sur une narration qui est hyper efficace, très rapide. C'est le seul. Il fait des baisses de tension où il injecte dedans des moments poétiques. C'est vrai. Et ça donne une élégance au burlesque qui est assez rare, quoi. Et au contraire, je trouve qu'il y a des passages extrêmement bien écrits et volontairement surécrits dans le film, notamment une déclaration d'amour en porte fermée qui est extraordinaire. Il y a une rupture de ton tout le temps, en fait. Et c'est volontaire, c'est un choix. Alors après, ça marche ou pas, c'est le principe de la comédie. Tout le monde, il n'y a pas une comédie universellement drôle. Arthur est un poète. Non. Alors, cela dit, il y a pas. Il y en a par contre, il y a assez. Il y a du comique sur des choses un peu grotesques, sur le sadomaso, etc. Mais il y a effectivement un très beau moment, Arthur l'a dit, c'est le moment où il y a cette déclaration d'amour entre Audrey Tautou et l'acteur, où en fait, c'est beau, il faut le dire, parce que en fait, il sort de prison plus tôt que prévu, il arrive, elle le voit, et elle se dit, mince, il devait sortir que dans 15 jours. Et elle lui dit, tu veux pas recommencer ? Tu ressors, et comme ça, elle se prépare. Et 3 ou 4 fois de suite, il va recommencer. Et c'est une scène vraiment intense, pleine de finesse, qui est belle. Si tout le film avait été comme ça, ça aurait été une merveille. Donc on peut aller le voir en liberté. Ah oui, moi je le conseille fortement. Un homme pressé. Quelle que soit la vie, absolument. Un homme pressé, donc un homme pressé, c'est l'adaptation, je vous rappelais, du livre de Je suis un homme pressé de l'ancien grand patron, c'était je sais plus, Christian Streif, qui était qui a fait un AVC et qui voilà. Donc là on est sur le même principe, c'est Alain, un brillant homme d'affaires qui est joué par Lucchini, qui donc court après le temps, néglige tout et puis après un accident cérébral découvre que sa vie n'était pas forcément merveilleuse et va se faire aider par une jeune orthophoniste qui va prendre en charge sa rééducation et puis va découvrir qu'il lui manquait des choses, qu'il avait oublié des choses et qu'il y a des choses qui sont plus sympas que d'autres. Donc on est sur il y a un personnage qui est assez intéressant dans le film, c'est sa cuisinière, qui est en fait qui est toujours en décalage à cause d'une audioprothèse mal réglée. Donc elle est toujours en décalage sur tout. Et le film c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on joue entre le mélo et la comédie. Autant la comédie supporte la caricature et même demande de la caricature, autant le mélo, la caricature ça va pas. Et là sur la partie comédie, il y a une idée assez intéressante, c'est de prendre Lucchini qui est l'homme du verbe pour le mettre en scène dans un personnage qui perd ses mots, qui s'embrouille. Et ça c'est très réussi, c'est assez amusant, assez bien foutu. Par contre la partie mélo est surcaricaturale, ça dégouline. On a vraiment une overdose de bons sentiments. Et donc le problème c'est qu'on est en voulant tenir les bouts de la corde, il n'en réussit qu'un et l'autre entraîne le premier bout avec lui. Donc c'est le feel good movies, parce qu'honnêtement il n'y a pas d'autre genre que ça, désolé pour cet anglicisme, c'est un feel good movies. Le film qui vous donne de bons sentiments. Mais qu'on regarde une fois qu'on a payé ses impôts un dimanche où il pleut. Voilà. Et là ça va. Ce que ça veut dire, ça veut dire aussi, c'est que Lucchini, parce qu'il a fait aussi quelques navets avant, choisit mal ses films. Il en fait 4-5 par an des films. Donc Eh oui. Mais sauf que sur les 5, il y en a un de bon et voilà, il prend un peu Maxime, n'importe vous l'avez quoi. vu ? Alors moi, je veux dire que j'ai vu la bande-annonce qui m'a suffi, parce que j'ai l'impression, et ce qu'Arthur en dit me confirme, ou me conforte plutôt dans ce choix, c'est que à mon avis, tout était dit dans la bande-annonce, et que moi, le ressort comique de Lucchini, qui joue Lucchini en fait, Lucchini c'est comme Léa Seydoux, si vous voulez, mais en homme, et avec du verbe. Mais le physique en moins. Oui, le niveau au-dessus. Mais il y a un moment où pour Lucchini, sans force derrière, c'est un peu léger. Un homme pressé, donc qu'on peut éviter si on n'est pas un fanatique de Lucchini. Un amour impossible ? Un amour impossible de Catherine Corsini. Alors, ça fait partie des films où quand on rentre et qu'on voit un dossier de presse ou que le générique apparaît, juste avec la mention d'une mention, on a envie de fuir en courant. Et là, c'est ça, vous recevez le truc et on vous dit c'est une adaptation du roman de Christine Angot. Oui. Donc là, ça fait peur. Vous avez envie de partir d'une grotte dans le Périgord pour hiberner, quoi. C'est le meilleur des Angot. Oui, sauf qu'en plus, le problème avec Angot, c'est qu'on connaît la fin depuis le début. Parce que depuis tous ses bouquins, elle répète ce qui se passe. Et elle a dévoilé la fin. Donc là, on a une histoire. On a une histoire de sa vie, je crois. Là, ça raconte l'histoire. Alors, on oublie Angot. On se dit, voilà, on oublie Angot. On est à la fin des années 50 à Châteauroux, et c'est Rachel, qui est une modeste employée de bureau, qui va rencontrer Philippe, qui est un homme brillant, jeune homme, qui est issu d'une famille bourgeoise. Ils vont vivre une passion brève. Et de cette passion va naître une petite fille qui s'appelle Chantal, qui en fait est Christine Angot. Mais il n'épouse pas. Il l'épouse pas, et puis voilà. Donc il y a ça, et le problème c'est qu'on connaît la fin. On connaît la fin parce qu'elle a fait sa carrière sur la fin. Donc là, au début, c'est assez étonnant parce que Corsini est une vraie réalisatrice, c'est-à-dire qu'elle sait mettre en scène.
On a une ambiance un peu vintage sympa dans la première partie, qui a des allures de grande fresque. Donc c'est pas désagréable. Et le problème, c'est que je sais pas par quelle folie, elle a décidé d'alourdir sa mise en scène avec la voix off du texte de Angot. Ça peut marcher avec Gary dans La Promesse de l'Aube, parce que c'est Gary. Angot, c'est juste. Angot, on aime entendre son texte. Oui, on aime beaucoup entendre son texte. Là, on se rend compte que c'est plat, c'est stérile, c'est laid, et en plus, ça surajoute à une mise en scène qui raconte elle-même le scène. Donc ça n'a strictement aucun intérêt. Après, donc, voilà, on a un souffle romanesque qui est entrevu au départ. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à le tenir. Et puis finalement, ça sera l'histoire. En plus, on connaît l'issue. On n'est pas accroché par l'histoire parce qu'on sait la fin. Et comme il y a plus de souffle romanesque et qu'en plus le rythme descend et elle a des problèmes de narration, au final ça devient vite indigeste. Les camarades ? Oui, alors je sais que je vais être très bref. C'est un film à aller voir. C'est un film de 1963, peut-être le plus beau film de Monicelli. Ça se passe au fin 19e. C'est un film en noir et blanc. Ça se passe fin 19e dans une usine textile. Et c'est un film qui avait été présenté dans différents festivals et au Parti socialiste, parce que c'est évidemment fait et cause pour les ouvriers, mais c'était l'époque du 19e, effectivement, où vous travaillez 14 heures par jour, donc il commence à y avoir une révolte. Et bon, je vous dis pas, vous voyez tout le film, c'est un film en Italie, naturellement. Ça se passe en Italie, c'est la révolte ouvrière, avec tout le déroulement, comment ils luttent contre les patrons, comment ils font la grève, ils arrivent une heure en retard, ça. Vous avez tout l'historique, ça dure 2h10, on s'ennuie pas un moment. Le noir et blanc est superbe, parce que le directeur de la photo, c'est Rotuneux, celui qui avait fait Nuit Blanche, qui avait fait Le Guépard, qui avait fait Rocco et ses frères. Et c'est un film social, une critique sociale, très bien faite, et il y a beaucoup d'humour. Parce que toutes les 10 minutes, vous avez un petit quelque chose qui vous fait rire, c'est vraiment drôle, c'est remarquablement fait, et écoutez bien, vous avez Marcello Mastroianni, Renato Salvatori, Folco Lully, Annie Girardot, Bernard Blier, François Perrier. Vous voyez le casting. Ouais. Ça, c'est un film à aller voir. Nous allons évoquer maintenant avec Maxime Le Grand Bain qui fait un tabac. Il fait un tabac, et à mon avis, à juste titre. Alors, c'est un film qui n'est pas du tout servi par sa bande-annonce. Non, ça j'avoue. Parce que quand on va voir la bande-annonce, on s'attend en fait à des mecs un peu décérébrés qui font de la natation synchronisée. Et gras du bide. Et gras du bide. Alors ça, ils sont vraiment gras du bide. Ça, la bande-annonce est pour ça sincère. Et avec une entraîneuse qui les martyrise jusqu'au moment où ils vont essayer de s'inscrire au championnat du monde. Qui est une beurette. Oui, mais en fait, c'est pas du tout ça l'histoire du film. Et qui est paralysée. Oui, mais en fait, l'histoire du film, c'est pas ça. Et donc moi, je m'attendais à un film comique. Je me suis dit, bon, un mardi soir, il pleut, etc. Bon. Et en fait, on arrive, et alors, première scène, c'est Mathieu Amalric en dépressif, parce qu'en fait, ils sont tous dépressifs, qui prend des pilules et qui ne va pas au travail. Donc on se dit, est-ce que je me suis trompé de film? Est-ce que c'est bien ça? En plus, Mathieu Amalric, dans la catégorie déprime, il est quand même. Oui, moi, il me fout la déprime, rien qu'à le voir. En fait, il va finir par s'inscrire un peu par hasard au cours de natation synchronisée, et petit à petit, il voit que dans ce groupe où il y a quasiment que des losers, celui sa femme est partie, l'autre, sa boîte est en faillite, etc., etc. Oui. C'est tous des losers. Voilà. Mais qui forment une communauté qui s'entraide, en fait. Après les cours, ils discutent entre eux, ils échangent, et puis arrive le moment où là, on a un peu l'idée farfelue de les inscrire au championnat du monde. Et là, ils vont commencer à s'entraîner. Et évidemment, bon, ils vont gagner, je le dis parce que... Ils vont devenir beaux et musclés? Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est beaucoup plus fin que ça. C'est-à-dire que là où le film, à mon avis, fonctionne assez bien, c'est qu'on voit l'histoire, finalement, de cette petite équipe, avec toute une série de flashbacks en parallèle sur chacun des personnages, à peu près à tour de rôle. On voit leur souffrance, comment ils les traitent. C'est un film social. Coup, ça enrichit considérablement les rapports qu'ils ont vis-à-vis de chacun des autres membres de l'équipe, y compris les entraîneuses, parce qu'en fait, il y a une première entraîneuse qui est jouée par Virginie Efira, ancienne grande nageuse, et on comprend qu'elle a sombré dans l'alcoolisme, etc. Et que finalement, cette équipe, c'est sa bouée de sauvetage pour ne pas sombrer définitivement, celle qui est handicapée, etc. Et donc, chaque personnage est en fait beaucoup plus fin que ce qu'on pourrait croire. C'est pas vraiment un film drôle, il y a des moments drôles, mais c'est un film, à mon avis, assez dramatique, où on voit la vie de ces personnages qui est vraiment triste. Et là où je trouve que c'est un tour de force, parce que, évidemment, on sait qu'à la fin, tout va bien se passer, qu'ils vont gagner, etc. Bon. En tout cas, que leur situation s'arrange. Mais ce que je trouve quand même formidable, c'est de réussir à faire un film dont à peu près le tiers ou la moitié se passe dans l'eau, avec des types qui font quand même pas rêver dans les chaumières, parce qu'à part Guillaume Canet, les autres, c'est plutôt le gros Marcel que le beau Leonardo DiCaprio. Ils sont donc très souvent en maillot de bain, il n'y a évidemment pas plus que le maillot de bain, mais je pense que c'est assez dur en fait à filmer. Ça doit être certainement assez dur à jouer quand on est acteur, d'être en permanence à moitié à poil avec les autres, en sachant quand même qu'on n'est pas bon. Voilà. Et je trouve que le film fonctionne vraiment bien. Finalement, c'est un film qui met de bonne humeur à la fin, même si encore une fois on s'attend à la conclusion.
mais c'est pas du tout un film comique, même s'il y a quelques moments de rire. Puis si ça peut inviter les spectateurs à aller se baigner en mer un peu plus souvent ou en piscine, c'est très bien. Sur la natation je suis une adepte de la natation. Ici, en discutant du film, on nous dit oui, bon, c'est la natation synchronisée, mais ils sont eux-mêmes dans le film. Arthur a vu. De ces. Est-ce qu'on peut dire que c'est le full Monty Python? Mais il y a un petit côté Monty Python. Mais tout le monde se moque d'eux en fait dans la natation synchronisée. Et dans la piscine, il y a l'équipe de water-polo qui se moque d'eux. On les voit nager, on voit en plus qu'ils sont nuls parce que c'est une équipe qui est nulle et qui va réussir à devenir moins nulle. Donc c'est très touchant en fait. C'est très touchant. Maxime Le Tendre nous conseille d'aller voir Le Grand Bain. Moi, j'ai un film à proposer que je n'ai pas encore vu, je suis très honnête. C'est Le Grand Bal et c'est un documentaire d'une jeune femme qui s'appelle Laetitia Carton et qui a filmé 8 jours durant un grand bal qui est dans le bocage bourdonnais. 2000 jeunes depuis 27 ans dansent jour et nuit. Et alors, ce sont des musiques de danse, donc c'est pas les Queens, c'est des musiques bretonnes. C'est pas une rave party. Ce n'est pas une rave party, voilà. C'est éminemment. C'est le film de Pollack. Non, c'est pas non plus. On achève bien les chevaux. Ça se passe en France. C'est extrêmement joli et je vous en dirai plus la semaine prochaine. Alors on résume. Vous pouvez aller voir Bohemian Rhapsody en liberté, Les Camarades et Le Grand Bain. Et nous avons évoqué aussi Un homme pressé, Un amour impossible. Merci beaucoup à tous les trois. Amis de TV Liberté, à la semaine prochaine. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Monsieur Hilaire de Crémier. Bonjour, monsieur. Bonjour, Anne Brassier. Et pour sa belle revue dont il est le directeur, Politique Magazine. Et pourquoi est-ce que je m'occupe d'un magazine? Eh bien, en fait, parce que il m'a paru tellement riche et répondant tellement aux questions que nous nous posions actuellement, et évidemment en parfaite contradiction avec les autres news, comme on dit en Angleterre, que c'en est un grand bonheur. Parce que lire un hebdomadaire ou un mensuel, c'est quand même très long, c'est un investissement. Oui. Et avoir un robinet d'eau tiède dans ses pages, c'est pas supportable. Donc, je suis d'accord avec vous. Alors que vous, chaque article est extrêmement fort et signifiant. Merci. Alors, le premier, votre édito, Hilaire de Crémier, c'est les Français se sont trompés d'hommes forts. Oui. Visiblement. Oui. Eh bien, je crois que la preuve en est administrée tous les jours. C'était très joli de dire en même temps. Je serai en même temps contre la PMA et pour la PMA. Je serai en même temps pour les riches et pour les pauvres. Je serai en même temps, etc. Il y a un moment où il y a des... On tombe dans la flaque. Gouverner, c'est faire un choix. Et puis faire des choix de gouvernement, pas faire des choix idéologiques. Et je pense qu'une fois de plus, on s'est trompé et que l'homme apparaît comme n'étant pas fait pour la fonction et cela va apparaître de plus en plus. Alors les terribles photos qui paraissent sont d'un tragique. Bien sûr, il faut se souvenir de la fameuse fête de la musique à l'Élysée qui était insupportable. Non seulement les danses extravagantes et je dirais même pas sensuelles, obscènes, littéralement obscènes, qui étaient données en spectacle devant le couple présidentiel, qui représente la France. Ni pour vous, ni pour moi, les couples présidentiels ne représentent la France. La photo qui suit avec la première dame de France, enfin celle qui est censée remplir ce rôle, qui est littéralement tenue dans les bras d'un garçon qui en même temps fait un geste que l'on peut qualifier de littéralement obscène. Or, on retrouve exactement le même geste dans les photos qui ont été publiées à la suite de la visite aux Antilles de
du président de la République, et des photos où il est pratiquement, bon, on va dire, enlacé, quoi, avec avec de jeunes noirs. Et alors, il devient impossible de dire quoi que ce soit. Qui se moque de lui, bien sûr, bien sûr. Il est tourné en dérision, et là, il est maintenant tourné en dérision par ses ministres. Pensez que le ministre de l'écologie est parti sans même aller prévenir le président de la République. C'est manquer au protocole de façon... c'est une désinvolture parfaite. Bien sûr, mais ça prouve que Macron n'est pas considéré. Pour les personnes qui l'approchent vraiment et qui le connaissent intimement, Macron n'est pas respecté. Il le sera de moins en moins. Or, la France attendait un homme fort, et il est certain qu'il s'est déguisé comme un homme fort, et c'est pour ça qu'une fois de plus, on s'est trompé. Il est tout à fait vrai que le peuple français est lassé de cette perpétuelle bascule du prétendument de droite, de gauche, peu importe, et pour finalement tomber sur un Macron qui prétend en sortir, mais qui en fait retombe exactement dans les mêmes dérives. Et la preuve, c'est que maintenant, il n'est plus préoccupé que d'une chose, c'est de se constituer un vrai parti, parce qu'il n'en a pas. Donc on est bien toujours dans la République des partis. On n'a rien. La Ve République n'a rien inventé. Non. Alors, deuxième sujet extrêmement grave que vous traitez avec beaucoup de recul et de hauteur, c'est sortir l'Église de l'ambiguïté. Tous ces scandales qui atteignent notre Église, qui atteignent le Vatican, vous le présentez de façon extrêmement nuancée et vous expliquez que les dérives des mœurs sont les signes des déviations de la foi. Vous allez très loin. Oui, ce rapprochement n'a pas été véritablement fait au cours des derniers mois, où les choses sont apparues avec une certaine clarté, et surtout avec la fameuse lettre ouverte de Monseigneur Vigano, qui est l'ancien nonce à Washington et qui a occupé avant des postes importants à la secrétairie d'État, ou plus exactement au gouvernorat du Vatican. On sait maintenant de façon assez précise que les choses étaient sues. Elles étaient sues, connues et couvertes. Alors, reste à savoir pourquoi c'était couvert. Ça ne veut pas dire pour ça que tous les hommes d'Église abusaient de leur autorité. Tout ça, c'est bien sûr des exagérations. Mais il y a suffisamment de faits graves, et très graves, pour avertir les autorités. Et pourquoi ces événements arrivent-ils maintenant ? C'est au moment précis où on se rend compte qu'on est en train de payer ce qui peut être considéré comme un amoindrissement de la foi au cours, on va dire, des années 60 jusqu'aux années 80, 90, et qu'on en paye le prix. Il devient extrêmement difficile dans une société qui est constamment soumise aux sollicitations pécamineuses. Il devient extrêmement difficile de résister si vous n'avez pas une foi profonde et solide et puis surtout exacte. Or, la difficulté, c'est qu'il semble qu'on ait laissé de côté ces questions de foi sous prétexte de faire de la pastorale. La pastorale a supplanté la foi. La pastorale, c'était l'ouverture. L'ouverture au monde. Et l'ouverture au monde, l'ouverture à tout. Et l'ouverture à tout, ça aboutit à des ouvertures qui sont inadmissibles, tout simplement. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que vous êtes un grand maurassien et que vous rappelez que Maurras avait écrit un texte qui colle parfaitement pour le pontificat de François. Et il disait en 1905 « Dieu est tout amour, dit-on. Que serait devenu le monde si, retournant les termes de ce principe, on eût tiré de là que tout amour est Dieu ?» Et on y est. Voilà, c'est exactement là. C'est toute la question. Alors Maurras, de fait, mais je ne vais pas faire de conférence sur le sujet pour le moment, Maurras a de fait, on peut dire, dès la fin du XIXe siècle et dès le début du XXe siècle, perçu parfaitement les évolutions tragiques qu'allait entraîner comme inéluctablement
ce qui était devenu une sorte de directive, non plus pastorale, mais qui était devenue principielle de ce qu'on a appelé le ralliement à la République. Rallier la République, c'était rallier le régime d'opinion. Rallier le régime d'opinion, vous ne pouvez plus conserver ni un dogme ni une morale si vous ralliez le régime d'opinion, ce qui paraît une évidence. Et si vous faites tout pour vous faire accepter par ce régime, qui par ailleurs ne pense qu'à une chose, c'est à vous éliminer. Et qui est un régime qui, en plus de ça, repose sur des principes qui sont complètement contradictoires. Et si vous voulez entrer dans le jeu, eh bien, évidemment, on vous dira de passer par des fourches codines. Il faut bien que vous acceptiez que ça soit nous qui définissions quelle est l'éducation. Il faut bien que vous acceptiez que ce soit nous qui définissions ce qu'est la morale, que c'est le mariage, etc., etc. Et donc, toutes les institutions naturelles, tout y passera inéluctablement. Et ça, Maurras l'avait en quelque sorte prévu. Et la phrase que vous citez est tirée de ce que l'on appelle d'un ouvrage qu'il a intitulé « Le dilemme de Marc Sangnier », qui a été en quelque sorte le prophète de la démocratie chrétienne au début du XXe siècle, et qui a d'ailleurs été condamné par le pape Saint Pie X. Oui, et Maurras montre ça, alors sous prétexte d'aimer et sous prétexte d'amour, eh bien, on autorise tout. Et il n'y a plus de vrai ni de bien, il n'y a plus de juste et d'injuste, il y a aimer, et du moment que j'aime et que j'ai une envie d'aimer, j'ai une envie d'enfant, j'ai droit à un enfant, j'ai une envie de je ne sais quoi, on a envie de leur dire, mais vous avez l'envie de tuer, alors tuer va devenir une question d'opinion, faisons un référendum pour savoir si on peut se permettre de tuer. Ben oui, on tuera les personnes en fin de vie pour commencer, puis on verra après. Parce que ça coûte cher. J'ai droit à tout, en fait. J'ai droit à tout. Que pensez-vous et il faut bien se rendre compte que quand on dit « j'ai droit à tout », on devient dépendant des personnes qui fabriquent l'opinion. Et que les fabricants d'opinion sont les gens qui détiennent le pouvoir et l'argent. Absolument. Que pensez-vous de cette citation de Suarez que Éric Zemmour nous a fait connaître et que je trouve assez belle? Les Français ont l'évangile dans le sang, mais les plus grosses fautes des gouvernements sont quand ils y mettent du sentiment. C'est très intelligent, ça. Encore un homme de cette époque. Oui, bien sûr. Et surtout quand on transforme l'Évangile en un récit sentimental, alors que l'Évangile est une révélation. C'est une révélation. Ce n'est pas n'importe quoi. Et par conséquent, si on y croit, on est tenu. Et la grande difficulté à l'heure actuelle, c'est qu'on fait comme s'il était possible, on parle de l'Évangile, mais parce qu'on l'a transformé précisément en une sorte de glaise malléable qu'on transforme selon son sentiment, et par conséquent, on se fait une religion selon son caprice. Moi, je ne vous le cache pas, j'ai été scandalisé d'une certaine manière par le fait que le pape François fait une lettre au peuple de Dieu dans lequel il semble dénoncer, il dénonce avec une certaine véhémence des actes dits de cléricalisme, c'est-à-dire d'abus sexuels en réalité et concrètement, mais dans le même temps... Ce qui n'est quand même pas clair déjà. Oui, mais qu'il préside les rencontres internationales de la famille en Irlande, la rencontre de la famille, qui est en principe faite pour célébrer la sainteté du mariage, et qu'il fait venir des personnes qui sont chargées de tenir des ateliers, les uns sur l'ouverture aux divorcés remariés selon Amoris Laetitia, et puis surtout l'autre avec James Martin, qui est un jésuite et qui semble être venu à sa demande pour parler de l'ouverture de nos paroisses, sous prétexte du motif de l'ouverture, il faut toujours être ouvert, l'ouverture de nos paroisses aux LGBT et aux couples LGBT et à leurs familles. On est dans la sainteté du mariage. Alors, c'est très gentil, après, de prétendre dénoncer, de faire des querelles de personnes. Mais ce n'est pas des querelles de personnes, c'est des questions de principe, c'est des questions de fond. Et Monseigneur Vigano a eu raison de faire cette lettre ouverte, parce que il est grand temps d'avertir les autorités d'Église et puis qu'elles se ressaisissent. Et moi, je suis toujours très content quand il y a un texte ecclésiastique qui vient et qui a un peu de fermeté. Là, dernièrement, Monseigneur Aupetit vient de faire un texte très ferme sur les questions dites de bioéthique. Et... Monseigneur Aupetit, j'ai entendu Monseigneur Catnos sur Notre-Dame, aussi extrêmement... Non, mais il y a incontestablement à l'heure actuelle... C'est vrai que dans la tempête, les hommes forts se révèlent. Mais bien sûr, c'est ce qu'il faut. Et puis vous concluez cet article en rappelant la pensée de Pascal.
bel état de l'Église quand elle n'est plus soutenue que de Dieu. Oui. Et comme le soutien divin est assuré, nous sortirons de cette triste situation. Vous, dans la société civile, ça ne va pas mieux. Les juges prennent le pouvoir. Oui, les juges ont pris le pouvoir et ils ont pris le pouvoir depuis maintenant quelques décennies. Cela se fait progressivement, cela se fait dans le cadre de la nation française, mais cela se fait dans le cadre européen. Et pour une raison très simple, c'est que la justice, précisément, n'est plus nationale. Elle a perdu ce caractère et elle n'est plus, en quelque sorte, déléguée. Heureux temps où la justice était déléguée. On a prétendu constituer un pouvoir judiciaire indépendant. Mais pouvoir judiciaire indépendant dans une société moderne dite démocratique, c'est livrer les juges à l'opinion. Et qui dirige l'opinion? L'opinion publique est dirigée, comme on le sait, par les mêmes. C'est-à-dire qu'en réalité, on commence à avoir ce qu'on appelle une justice idéologique. Et les décisions de justice ne sont plus prises en fonction des intérêts communs de la société française et de la société internationale s'il s'agit de juges internationaux, mais ils sont pris en fonction des critères idéologiques qui sont à la mode aujourd'hui. Et c'est d'une gravité extrême. Et on a assisté à cette, encore une fois de plus, à cette dérive, puisque maintenant c'est le mot qu'il faut employer pour toutes ces choses-là. Alors, d'autant plus aujourd'hui que la loi étant très compliquée, elle est surtout volumineuse, elle est surabondante, et que par conséquent, il y a besoin à chaque instant de dire ce que veut dire la loi. Et finalement, c'est celui qui dit ce que veut dire la loi, c'est-à-dire le juge, qui est le véritable interprète et le véritable législateur. Absolument. Alors, les juges prennent le pouvoir et on supprime le peuple. Votre couverture est extrêmement amusante. Macron face aux Gaulois réfractaires. Oui, le peuple vote mal, donc il faut changer de peuple. Exactement. Et alors, en plus de ça, le malheureux Macron, qui est un garçon un peu immature à mon avis, certes probablement intelligent puisqu'il a réussi des concours, mais il ne suffit pas de réussir des concours pour être apte à gouverner. Il éprouve le besoin, à chaque fois qu'il est à l'étranger, de caricaturer le peuple français. Donc si ça ne va pas bien en France, c'est qu'on a affaire encore à des Gaulois. Alors, ils veulent changer les choses, il n'y aura plus de Gaulois bientôt, et donc, par conséquent, tout se passera bien. Il se trompe complètement, parce qu'à ce moment-là, il aura le djihad. Mais pour le moment, il a des Gaulois, et ces Gaulois sont réfractaires à ces réformes. Mais on ne mène pas le peuple gaulois comme on mène les autres peuples. C'est pas un peuple de bâtards. Et il a eu tort d'abord de lancer cette injure. Et puis, deuxièmement, contrairement à ce qu'il pense, le Gaulois est un être de bon sens. Et il est malheureusement très peu fait pour la politique. Et ça, Jules César l'avait noté déjà à cette époque-là. Il n'est pas fait du tout pour la politique. Quoique tout Gaulois soit passionné de politique. C'est-à-dire que... Il a besoin d'une autorité au-dessus. La politique, c'est le travail, c'est le travail d'un chef, d'un roi, et on n'a pas à faire tous les jours de la politique. Alors il n'y a plus de peuple parce qu'en fait, il n'y a plus d'autorité légitime. C'est ça la grande difficulté moderne. Et on peut dire que c'est depuis 200 ans. Il n'y a plus de légitimité. Le pouvoir, surtout chez les Gaulois, ne doit pas être issu de l'opinion. Ce n'est pas le dernier rhéteur. César le dit. Le Gaulois, il aime parler. Et c'est à celui qui parlera le mieux qui l'emportera dans l'opinion et qui décidera de la solution qui aura été choisie. Mais précisément, non. Le peuple français est vraiment fait pour une légitimité. Alors, c'est amusant, aujourd'hui, de plus en plus, dans les journaux, on parle de régalien. Alors, le ministère de la place Beauvau est un ministère régalien. C'est très important, il faut choisir une personne qui soit apte à un ministère régalien. Et personne ne pense que régalien vient évidemment de Rex. Et que c'est par conséquent royal. Oui. Il faut dire que la fonction présidentielle, elle est fondamentalement régalienne, c'est-à-dire que par définition, elle est royale. Et que le problème, c'est qu'on a affaire à des faux rois. Oui, exactement. Des copies, oui, c'est ça, des succédanés, des gens qui essayent d'imiter, mais qui n'y arrivent pas. Et enfin, vous avez de très bonnes chroniques littéraires et théâtrales. Vous nous invitez au théâtre, vous nous invitez au concert, vous nous invitez
à décaper certains sujets. J'ai beaucoup aimé l'article d'Anne Bernet sur Philippe d'Orléans, le frère cadet de Louis XIV, à qui elle rend une belle figure alors qu'il avait été un peu diffamé. Alors elle le fait à partir de la lecture d'un livre de Madame... On va le chercher, on va le chercher. Et sur Philippe d'Orléans, et qui rétablit la véritable personnalité de ce Philippe d'Orléans, qui certes était une personnalité complexe, comme on dirait aujourd'hui. C'est tout à fait les dernières pages. Voilà, oui, c'est oui, ici. Oui. Voilà. Et Philippe d'Orléans, qui était un garçon... Elisabetta Lurgo. Voilà, c'est ça, sur Philippe d'Orléans, qui est un livre remarquable et dont Anne Brassier rend compte. Anne Bernet. Anne Bernet, pardon. On me confond souvent, mais l'une est blonde et l'autre brune. Et l'une a beaucoup écrit. Elle a énormément écrit, Anne Bernet. Elle a une œuvre considérable. Considérable et très intéressante. Et magnifique, oui, magnifique. Et donc, à propos de Philippe d'Orléans, il apparaît qu'en fait, il aimait son pays, il aimait son roi, et il le servait fidèlement. Absolument, et il était en avant de ses troupes. Bien sûr, toujours, en avant de ses troupes, ça toujours, et puis il avait un sens artistique extrêmement développé. Le château de Saint-Cloud, il en est le mécène et le constructeur. Voilà, chers amis de TV Liberté, pourquoi il faut lire Politique Magazine. On y décrypte notre monde et les références sont très rigoureuses, en général royales. Et pour tout cela, merci Hilaire de Crémier. Il suffit d'aller sur le site de Politique Magazine pour trouver toutes les adresses. Oui, on peut pas le trouver en kiosque, il faut s'abonner. Il faut s'abonner. Voilà. Merci beaucoup Hilaire de Crémier. À très vite, chers amis de TV Liberté. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique patrimoine, nous avons invité deux acteurs de la restauration du patrimoine français, du patrimoine religieux français. Stéphanie Bignon, bien connue des téléspectateurs, qui, dans sa commune, est au conseil municipal et qui est chargée de cet entretien et de la restauration de ce patrimoine, qui, par Terre et Famille, cherche à développer ce genre de comportement de réenracinement et de protection de notre patrimoine. Et monsieur José-Marie Feguer, bonjour monsieur, qui a rencontré Terre et Famille grâce à TV Liberté. Donc c'est une réunion de famille aujourd'hui. N'est-ce pas? Alors vous avez vous-même arrivé à la retraite, assez jeune, nous allons dire. Vous habitez la Mayenne. Oui. Et en Mayenne, il y a 6400 calvaires répertoriés. C'est considérable. Oui, énorme. La Mayenne est un département extrêmement, une région extrêmement religieuse, de très ancienne date. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis en plus, c'est de tradition chouane, la Mayenne. Voilà, vous avez lâché le mot. Et alors, que se passe-t-il? Vous décidez de ne pas rester à vous tourner les pouces dans un fauteuil relax à regarder les merveilleux programmes de la télévision et vous voulez utiliser votre belle énergie à faire quelque chose pour votre pays. Marie-Josée devrait raconter justement votre visite des portes ouvertes de cette association magnifique. Voilà. Association pour la restauration des calvaires en Mayenne. Racontez votre prise de contact, on va dire, avec l'association dont vous faites partie aujourd'hui. J'ai été invité à une porte ouverte de l'ARSEM qui présentait différents calvaires à différents ateliers. Et j'ai raboté une croix et ça m'a ému. Et j'étais un peu bouleversé et puis tiens, je vais essayer de faire quelque chose pour l'ARSEM. Alors que vous n'étiez pas un grand bricoleur devant l'internal avant. Je ne suis pas du tout bricoleur. Pas du tout bricoleur. J'ai essayé de faire la menuiserie. Vous avez été aidé par les anges. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je me dis, on peut faire quelque chose, mais quoi? J'ai réfléchi, puis j'ai prié aussi. Et puis, je me suis dit, pourquoi je ne mettrais pas mes talents de commercial au profit de cette association? Et j'ai essayé, j'ai prospecté des entreprises, et puis ça marche.
Alors, vous les avez prospectés pour qu'elle finance cette association de restauration? Je vous explique. L'ARSEM d'abord, oui. L'ARSEM a son propre atelier. Cette association existe depuis 2001. Oui. Donc des retraités du bâtiment? Voilà, principalement des retraités du bâtiment, soit des menuisiers, des couvreurs, des maçons. Et on restaure en 18 ans, nous avons restauré à peu près 309 calvaires en péril. Bravo. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter? Donc je suis allé voir des entreprises. J'ai été très bien accueilli. Et puis je me suis dit, on va essayer. J'ai été voir un calvaire. J'ai d'abord essayé de voir à qui il appartenait, c'était à la commune, un particulier, dans le cas c'était un particulier. Et j'ai cherché des entreprises qui ont donné de l'argent, parce qu'ils ont le droit à la défiscalisation, jusqu'à 66%. Et une fois que la somme est réunie, au devis, on lance les travaux. Donc ça nous fait deux sortes de restauration, soit par l'atelier de l'ARSEM ou par les entreprises. Et une fois que la croix ou le calvaire... Alors, la différence entre une croix et un calvaire? Il n'y a pas beaucoup de différence. Il n'y a pas beaucoup de différence, c'est une appellation. Mais je crois qu'il y a une signification. Mais alors, une fois que le calvaire ou la croix est restaurée, il y a une cérémonie? Ah oui, bien sûr, par le curé qui dessert le lieu, il y a une bénédiction, puis ça attire du monde. Oui. Et en plus, ça fait parler de l'association, ça redonne un sens, parce que ne faut pas oublier que les calvaires, ce sont les signes de notre foi. Oui. Ce sont nos aînés qui ont fait ça, et puis en souvenir pour eux. On restaure le calvaire. Et la réaffirmation de la présence divine, oui, sur nos chemins. Tout à fait, tout à fait. Et pour revenir donc techniquement, l'ARSEM, donc l'association pour la restauration des calvaires en Mayenne, est financée donc soit par des dons, soit grâce à M. José-Marie Faguet, par, je dirais, le sponsor que représentent les entreprises que vous démarchez, qui défiscalisent à 66% leurs dons. Mais c'est la présence divine sur nos chemins, mais c'est aussi, je trouve, en tout cas, moi, ce qui me paraît évident, surtout à l'heure à laquelle nous vivons, c'est la nécessité de se souvenir sans cesse de se souvenir de la foi pour combattre les forces, comme dirait l'impératrice Zita, les forces du mal. Donc cette présence qu'il faut toujours se remettre sous l'œil pour être apte à combattre ces forces du mal, qui sont plus des forces du mal que des personnes en soi, mais qui envahissent la vie de toutes nos institutions et de notre pays. Donc nos anciens étaient assez sages pour se savoir fragiles, et attaquer, et donc pour se souvenir et qu'ils avaient besoin de ce secours, de ce recours à la croix pour rester aptes au combat. En fait. D'ailleurs, que fait-on quand on passe devant une croix et un calvaire? Que doit-on faire? On se signe. Un signe de croix. On se signe, voilà. Et ça, c'est une pratique qui n'est plus très répandue, mais qui est pourtant bien nécessaire, puisque le signe de croix, c'est déjà le début d'une prière. Donc, alors, je vois que vous avez aussi fait des actions. Vous avez réalisé une croix de Pontmain en métal démontable pour Laval, au Québec. Pour les 20 ans de jumelage. Pour les 20 ans de jumelage entre Laval et Québec. Et Québec, oui. Et ce qui est amusant, c'est que cette croix est partie, a été transportée, bon, on l'a su qu'après, par un monsieur l'évêque. Oui. Et l'île s'appelait Jésus. Oui. Et puis... le commandant de bord. S'appelait le pape. Quand il s'est présenté dans l'avion. C'était prédestiné. Oui, c'était amusant. C'était prédestiné. Et alors, il y a aussi beaucoup de croix privées sur les terrains privés. Oui. Alors, on doit principalement restaurer les croix communales pour avoir l'avantage fiscal pour les donateurs et pour les entreprises, donc c'est notre priorité. Mais aussi, on a beaucoup de croix de mission et les croix privées. Les croix de mission, c'est? Mais c'est les croix qui ont été financées à titre d'une mission, un prêtre qui est venu pour parler la croix, et il y avait une croix qui était mise en souvenir. Et cette croix-là était principalement financée par les paroissiens. Par les paroissiens, voilà. Bien sûr. Les paroissiens ont donné beaucoup d'argent par le passé pour l'érection de ces monuments. Tout à fait. Et justement, vous me disiez tout à l'heure, José-Marie Faguet, que
la fougue de l'association fait que vous restaurez des calvaires en péril qui, quelquefois, sont du domaine du privé. Oui, et quelquefois, bon, on force le destin. C'est-à-dire que ça arrive, pas souvent. Il faut toujours forcer le destin. De restaurer la croix avant d'avoir les autorisations. Et puis une fois que c'est fait, ben, personne nous attrape, du moins, c'est pas bien, il fallait nous prévenir avant, mais bon, c'est fait, c'est fait. Mais si on l'avait pas fait, peut-être que ça n'a pas marché. Bien sûr, oui, oui. Et vous ne rencontrez pas de freins dans les municipalités? Ça arrive, si. Puis on s'aperçoit que les municipalités sont de plus en plus laïques. Ouais. On s'en aperçoit. Laïcardes, même. Oui, tout à fait. Elles sont travaillées au corps. Hein. Absolument. Donc ça, c'est un appel, d'ailleurs, vous me donnez une bonne idée, José-Marie Faguet, d'appeler toutes les bonnes volontés à se présenter aux élections de nos petits villages en 2020, à s'y préparer dès maintenant, parce que c'est dans 18 mois, finalement. Il s'agit de reprendre les manettes. Et tout est fait pour nous décourager. Tout est fait pour nous décourager. C'est donc que c'est intéressant, pour mener le combat, de réinvestir les conseils municipaux de nos villages. C'est un des axiomes un des axes de Terre et Famille. Absolument. Réappropriez-vous vos territoires. Par tous les moyens qui sont à notre portée. Et nous en parlions tout à l'heure avec José-Marie Faguet. Il n'y a pas de petites actions. Et vous me parliez de cette petite dame. Oui, une dame d'un certain âge qui habite pas très loin d'un calvaire. Et elle a une ferme à côté. Et elle va fleurir régulièrement son calvaire. Et pour elle, c'est sa BA. Moi, je trouve ça magnifique. Bien sûr. Oui. Bien évidemment. Bien évidemment. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que de toute façon, les mairies vont perdre, ça c'était pour Stéphanie, les mairies vont perdre toute leur autonomie avec ces communautés de communes? Bien sûr. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Tout est fait pour qu'elles perdent l'autonomie, tout. Et pourquoi cette attaque? Parce que si nous pouvons retrouver l'énergie pour redresser la tête, pour faire revivre notre pays, cela viendra des terroirs. Parce qu'il existe encore une âme dans nos villages, quelque chose qui nous appartient vraiment viscéralement et qui peut renaître précisément dans nos villages. Donc ces attaques sont énormes à travers la loi NOTRe, à travers de nouvelles règles sur la confidentialité des informations, à travers... Redites-nous ça, oui. Eh bien, expliquez-nous ça. Ça vient de sortir. Ça vient de sortir, c'est-à-dire que chaque mairie aura le secours, entre guillemets, de quelqu'un, d'un fonctionnaire qui vient de l'Europe, nommé par l'Europe, hein, c'est à l'échelon européen, pour contrôler la diffusion des informations personnelles et la détention d'informations personnelles par les mairies. Donc chaque mairie sera en quelque sorte, excusez-moi du terme, mais fliquée davantage, c'est-à-dire que diffuser la date de naissance, la date de décès, la date de mariage devra faire l'objet d'une autorisation parce que ce sont des données personnelles. En fait, sous prétexte de vous protéger et de protéger le concitoyen, on flique toujours plus, finalement, l'organisation de ces mêmes concitoyens. La mairie est un véritable outil de démocratie. C'est l'échelon où la démocratie a le plus de sens et c'est l'échelon et le seul échelon de ce soi-disant système démocratique qui est attaqué de façon aussi frontale. Et la mairie de nos villages, les mairies de nos villages doivent disparaître au profit de grosses organisations de communautés, de communautés, de communautés, de communes qui doivent faire plus de 10 000 habitants, etc., pour que, justement, nos vies nous échappent encore plus sûrement. Et une fois que les financements des mairies seront entre les mains de grands rassemblements de communautés de communes, eh bien, ce sera d'autant plus difficile de restaurer nos églises. Il va falloir des combattants. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je réponds? Je réponds que tant qu'il y a de l'espoir, les mairies existent encore. Donc, réapproprions-nous nos conseils municipaux. Et le jour où il n'y a plus de conseils municipaux, eh bien, vive la paroisse. Si la commune est morte, eh bien, vive la paroisse. On tenait les registres avant la Révolution. C'est les curés qui tenaient les registres dans nos... Eh bien, si la commune doit disparaître, réorganisons-nous en paroisse. Voyez-vous, mais il est hors de question que nous lâchions, n'est-ce pas, José-Marie? Je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut savoir que quand ce système de communauté de communes fonctionnera, les églises vont tomber comme à Gravelotte. Ils vont décider qu'il y a trop d'églises en France, comme il y a trop comme il y a trop de calvaires, comme il y a trop de croix. Et donc, tout ça va être... Je citerai l'exemple de la chapelle Saint-Jean à Saumur,
qui est un sujet extrêmement préoccupant, puisque ce bâtiment est en déshérence depuis de nombreuses années, est en mauvais état, et la mairie le loue à une entreprise pour en faire un bar qui sera le vrai de café. Voilà la destinée de nos bâtiments classés monuments historiques si nous ne nous réveillons pas. Et il est hors de question de se dire les uns ne font pas ci, les autres ne font pas là. C'est à chacun de faire. Et le geste que fait cette dame en allant fleurir son calvaire est chargé de cette espérance, chargé de cette force qui doit tous nous animer. Et selon nos moyens, nous devons réagir, en fait. Alors vous, José-Marie Faguère, vous appelez à monter une équipe dans chaque petite ville ou chaque village, ou de rejoindre l'ARSEM. Tout à fait, tout à fait. Oui, il n'y a pas plus que 15 jours, je me promenais en campagne évronaise et j'ai aperçu qu'il y avait un calvaire qui était sous les branches et sous les feuilles. J'ai regardé et je me suis renseigné à qui pendant le calvaire, et puis j'ai vu un monsieur qui était en train de pêcher et je lui ai demandé des renseignements. Mais il me dit, moi je connais très bien la personne, je suis un ancien sculpteur. Ah bon? Nous sommes allés voir le calvaire ensemble, et puis à la fin de la conversation, il m'a dit, écoutez, je m'engage à le restaurer en granit. Donc pour nous c'est un signe providentiel. Oui. Et je suis passé la semaine dernière, j'ai vu qu'il avait commencé déjà à débroussailler le calvaire. C'est simple, vous vous promenez, vous rencontrez un pêcheur qui se révèle un sculpteur et tout avance. Tout à fait. À vous entendre, c'est très simple. C'est une association de confession catholique. Mais dans l'association, il y avait aussi bien des croyants que des non-croyants. Mais il y a un esprit qui se développe dans cette association, qui est formidable. Esprit d'équipe, esprit de famille. C'est ça. Et en fait, vous avez raison, cher Anne. Tout est simple, à condition d'avoir cette force qui vous fait sortir de la torpeur dans laquelle le système veut nous enfermer. Et c'est ça qui est compliqué. Et c'est ce que nous voulons, José-Marie Faguet et moi-même aujourd'hui, c'est dire sortons de cette torpeur, parce qu'en fait, la vie est belle, à condition de se prendre vraiment en main et d'exploiter toutes les failles du système pour reprendre les manettes sur notre existence. Alors, si vous êtes artiste, si vous êtes sculpteur, vous contactez Contact Chantier de Restauration, Monsieur Michel Jourdan. On va mettre toutes les informations sur l'écran. Si vous êtes des entreprises, vous contactez José-Marie Faguère, qui a une adresse internet, josémarie.faguère@sfr.fr. Si vous voulez soutenir l'association ARSEM, eh bien, il y a un contact, tout simplement. On peut aider de très grandes, de différentes manières. Oui, tout à fait. Et on peut faire la même chose. Et on peut faire la même chose dans son coin. Dans son terroir. On peut être dans son village, recenser ses calvaires, voir s'il y a un qui a restauré, qui est en contact. Et différentes choses. Il y a beaucoup de donateurs. Surtout qu'il y a beaucoup de... Enfin, on commence à avoir des livres sur les calvaires, on commence à avoir des listes. Il y a eu beaucoup de relevés. Il y a eu le ministère de la Culture a fait des relevés. Oui, mais nous avons recensé aussi. Vous avez recensé aussi. Et en Mayenne, nous avons 6400 calvaires. C'est d'une richesse. Énorme. C'est d'une richesse. Je ne pense pas que l'Arizona ait 6400 calvaires. Ils ont des beaux temples, mais ils n'ont pas 6400 calvaires. Merci beaucoup, José-Marie José-Marie Faguère, d'être venue nous parler de l'ARSEM, de votre action, d'aide auprès de ces associations. Et bien, tenez-nous au courant de tout ce que vous faites. On avait envie d'évoquer, Stéphanie et moi, le couple de Robert et Claudia Mestellan, qui, eux, restaurent des chapelles. Ils restaurent la chapelle Saint-Hilaire, qui est une chapelle du VIe siècle, au-dessus de Baume de Venise. Mais ils construisent, eux, des oratoires sur les routes de l'Europe chrétienne. Alors ça, c'est une autre activité. Vous tapez sur Internet, Robert Mestellan. Ce sont des pèlerins, ils ont beaucoup marché sur les routes de l'Europe chrétienne.
Et soit ils restauraient des oratoires, soit ils les construisaient eux-mêmes. Avec des moyens minimalistes et qui Tout à fait. sont tout à fait à la recherche de moyens financiers aussi. Voilà, donc si vous avez un excès d'argent, eh bien, vous savez immédiatement où l'employer. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Monsieur Feguer. Merci Stéphanie Merci, Bignon. Anne. À très vite, chers amis de TV Liberté.